Beaucoup de gens travaillent dur, vraiment dur. Ils réfléchissent, ils apprennent, ils essaient de faire les choses correctement. Et pourtant, l'argent reste difficile. Pas difficile comme un effort sain. Difficile comme une résistance permanente. Comme si chaque pas demandait trop. Comme si rien ne coulait naturellement. Tu fais des choses. Tu avances. Tu ne restes pas immobile. Mais jamais avec fluidité. Toujours avec une forme de tension. Toujours avec une inquiétude en arrière-plan. Une impression d'être en retard. Une fatigue mentale qui ne disparaît jamais vraiment. Tu regardes autour de toi. Et tu remarques quelque chose d'étrange. Certaines personnes semblent gagner de l'argent sans forcer autant. Sans se battre intérieurement. Sans cette lourdeur constante. Et une question apparaît. Qu'est-ce que je fais de travers ? Parce que tu comprends les règles. Tu connais les discours. Tu as lu. Tu as écouté. Tu as analysé. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Le système marche. Mais pas pour toi. À un moment, quelque chose se fissure. Pas une crise spectaculaire. Pas un effondrement visible. Mais un doute plus profond. Peut être que le problème n'est pas le manque d'effort. Peut être que ce n'est pas un manque d'intelligence, ni même un manque d'opportunité. Peut être que faire de l'argent ne devrait pas être aussi lourd. Et si cette difficulté permanente n'était pas normale, si cette sensation de forcer sans arrêt était un signal, quand quelque chose résiste autant, ce n'est pas toujours la réalité qui bloque. Parfois, c'est la manière dont on s'y engage, la manière dont on pense l'argent, dont on se positionne face à lui, dont on se juge à travers lui. Beaucoup de gens vivent avec une pression invisible. Ils veulent réussir, mais avancent avec peur. Ils veulent de la liberté, mais pensent depuis le manque. Ils veulent de la sécurité, mais vivent dans la tension. À force, l'argent devient un combat mental, un combat contre soi-même. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ce problème n'est pas d'abord économique. Il est psychologique. Il est lié à la façon dont le cerveau associe argent, valeurs personnelles, sécurité et survie. Tant que cette structure intérieure ne change pas, travaillez plus, essayez plus fort, forcez davantage, ne fait souvent qu'augmenter la résistance. La vraie question n'est pas comment gagner plus d'argent. La vraie question est pourquoi, pour toi, gagner de l'argent semble toujours aussi difficile. C'est exactement ce que nous allons explorer. Les fausses explications. Les explications les plus courantes sont presque toujours les mêmes. Je ne travaille pas assez. Je n'ai pas les bonnes compétences. Le système est truqué. Je ne suis pas fait pour l'argent. Ces phrases reviennent partout. Dans les discussions, dans les livres, dans les vidéos, dans la tête des gens. Elles donnent l'impression d'expliquer. Mais en réalité, elles rassurent plus qu'elles n'éclairent. Parce qu'elles déplacent le problème sans jamais le regarder en face. Si le problème était seulement le travail, les plus fatigués seraient les plus riches. Or, ce n'est pas ce que l'on observe. On voit des gens travailler énormément, sans jamais décoller financièrement. On voit d'autres, moins compétents en apparence, moins organisés, parfois même moins sérieux, gagner beaucoup plus. Cela ne veut pas dire que l'effort ne compte pas, mais cela signifie que l'effort n'est pas le facteur décisif. Prenons une autre explication fréquente. Je n'ai pas les bonnes compétences. C'est une idée séduisante parce qu'elle donne une solution simple. Apprendre plus, se former davantage, accumuler encore. Mais là aussi, l'observation contredit le discours. Il existe des personnes extrêmement qualifiées, intelligentes, cultivées, qui comprennent parfaitement les mécanismes économiques et qui pourtant restent bloquées financièrement. Pendant que d'autres, avec des compétences très ordinaires, avancent sans effort apparent. Ce n'est pas un problème de savoir, c'est un problème de relation.
Troisième explication. Le système est truqué. Parfois, c'est vrai. Il existe des injustices, des avantages structurels, des inégalités réelles. Mais cette explication ne suffit pas non plus. Parce que même dans un système imparfait, certains réussissent à créer de la stabilité, de la fluidité, de la croissance. Et surtout, elle n'explique pas pourquoi. Beaucoup de personnes sabotent leurs propres opportunités, même quand elles se présentent. Opportunités refusées, opportunités retardées, opportunités mal exploitées. Comme si quelque chose, à l'intérieur, empêchait de recevoir pleinement. Enfin, il y a la phrase la plus profonde et la plus dangereuse « Je ne suis pas fait pour l'argent ». Cette phrase n'est pas une analyse, c'est une identité. À partir de là, tout devient cohérent. Les échecs, les blocages, les plafonds invisibles. Parce que l'esprit ne cherche plus à comprendre, il cherche à confirmer. Chaque difficulté devient une preuve. Chaque manque, une justification. Voilà pourquoi ces explications échouent. Elles parlent surface, de technique, de contexte, de circonstances. Mais elles n'expliquent pas ce phénomène central. Pourquoi l'argent crée de la tension chez certaines personnes avant même d'exister? Pourquoi l'argent disparaît? Dès qu'il arrive, pourquoi gagner plus provoque parfois plus d'angoisse que de soulagement. Si l'argent était seulement une question d'effort, les plus épuisés seraient les plus riches. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui bloque, ce n'est pas l'action. Ce n'est pas la compétence. Ce n'est même pas le système. C'est la relation intérieure que chacun entretient avec l'argent. Et tant que cette relation reste inconsciente, aucune technique, aucune stratégie, aucun plan financier ne peut fonctionner durablement. Pour comprendre le blocage, il faut arrêter de regarder ce que l'on fait et commencer à regarder comment on se positionne face à l'argent. Parce que l'argent ne répond pas à l'effort. Il répond à la relation. L'argent comme structure psychologique. L'argent n'est pas neutre psychologiquement. On le présente souvent comme un simple outil, un moyen, un chiffre, une unité d'échange. Mais dans l'expérience réelle, l'argent touche à des zones beaucoup plus profondes. Il touche à la valeur personnelle, à la sécurité, à la légitimité, à la peur de perdre, et parfois à la peur de réussir. C'est pour cela que deux personnes peuvent gagner exactement la même somme et vivre une expérience intérieure radicalement différente. Prenons un exemple simple. Deux personnes gagnent 3 000 € par mois. Objectivement, la situation est identique. Même revenu, même chiffre, même réalité extérieure. Et pourtant, la première se sent stable, respire, se projette, prend des décisions avec calme. La seconde se sent tendue, surveille chaque dépense, anticipe déjà la perte, vit avec une inquiétude permanente. L'argent n'a pas changé. La somme est la même. Ce qui change, c'est la structure psychologique qui reçoit cette somme. Pour l'une, l'argent est associé à la continuité, à la confiance, à une forme de sécurité intérieure. Pour l'autre, l'argent est associé à la menace, à la fragilité, à l'idée que ça peut disparaître à tout moment. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que plus d'argent résoudra automatiquement le problème. Mais si la relation intérieure reste anxieuse, plus d'argent augmente parfois la tension au lieu de la calmer. Parce que ce qui est en jeu n'est pas le montant, mais ce que ce montant réveille. Chez certaines personnes, l'argent est inconsciemment lié à la survie, à l'enfance, à l'insécurité, à la peur du manque. Chez d'autres, il est lié à la reconnaissance, au regard des autres,
à la peur d'être jugé ou à la peur de ne pas être légitime. Chez d'autres encore, l'argent active une culpabilité silencieuse. L'idée qu'avoir plus signifierait prendre à quelqu'un d'autre ou trahir une loyauté invisible. Voilà pourquoi l'argent n'est jamais neutre. Il agit comme un révélateur. Il amplifie ce qui est déjà là. Il ne crée pas l'angoisse. Il la met en lumière. Il ne crée pas le sentiment de valeur. Il le confronte. C'est aussi pour cela que certaines personnes sabotent inconsciemment leur propre progression. Elles gagnent plus, puis dépensent plus, ou perdent, ou reviennent exactement au même niveau qu'avant, comme si un seuil invisible ne devait pas être dépassé. Ce seuil n'est pas économique. Il est psychologique. On pourrait croire que la question à se poser est « Combien dois-je gagner ?» Mais la vraie question est autre. Que ressens-tu vraiment quand tu penses à l'argent? Pas ce que tu expliques, pas ce que tu justifies, pas ce que tu racontes aux autres. Ce que ton corps ressent, tension, serrage, peur, ou calme, ou neutralité. Parce que tant que l'argent active une réaction émotionnelle forte, il ne peut pas circuler librement. Il devient chargé, lourd, instable. Et tant que cette charge n'est pas comprise, toute stratégie financière reste fragile. L'argent n'obéit pas seulement aux lois du marché. Il obéit aussi aux lois intérieures de celui qui le reçoit. Pourquoi plus tu veux de l'argent, plus ça bloque. Plus l'argent devient important psychologiquement, plus il a tendance à se bloquer. Cela paraît contre-intuitif, mais c'est un mécanisme central. Quand l'argent cesse d'être un moyen et devient autre chose, le rapport change entièrement. Quand l'argent devient une preuve de valeur, quand il devient une sortie de secours, quand il devient une solution émotionnelle, quand il devient ce qui doit réparer, rassurer, sauver, à ce moment-là, le système nerveux passe en tension. Ce n'est pas visible de l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose se contracte. L'argent n'est plus perçu comme un flux. Il devient une charge, une pression, un enjeu vital. Et dès que le système nerveux est en tension, la qualité des décisions change. Les décisions deviennent précipitées. Ou au contraire, elles se figent. La peur de perdre apparaît, et avec elle, l'immobilité. On hésite trop. On analyse trop. On attend le moment parfait, qui ne vient jamais. Ou alors, on fait l'inverse. On force. On saute sur des opportunités mal choisies. On dit oui trop vite. On accepte des conditions défavorables. On confond vitesse et clarté. Dans les deux cas, le résultat est le même. La fatigue mentale augmente. La confiance diminue. Et l'argent devient encore plus chargé émotionnellement. Un cercle se met en place. Plus l'argent est urgent, plus la tension monte. Plus la tension monte, plus les décisions se dégradent. Plus les décisions se dégradent, plus l'argent semble difficile à garder ou à faire venir. C'est là que beaucoup ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils pensent manquer de discipline, de méthode, de stratégie, alors qu'en réalité, ils sont en train de fonctionner depuis un état intérieur de survie. Quand l'argent devient une solution émotionnelle, il n'est plus traité comme une ressource. Il est traité comme une bouée. Et une bouée, on s'y accroche. On la serre trop fort. On panique à l'idée de la perdre. Le paradoxe est simple, mais rarement accepté. L'argent fuit souvent ceux qui en ont le plus besoin émotionnel. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce que le besoin crée une tension qui altère la relation. Regarde ce qui se passe quand l'argent devient urgent. Tu réfléchis trop, tu fais des scénarios, tu compares sans fin, tu hésites, ou bien tu fais l'inverse, tu forces, tu pousses, tu t'épuises.
Dans les deux cas, ce n'est plus un mouvement fluide. C'est un mouvement sous pression. Le corps le sait avant l'esprit. Quand une décision est prise, depuis la tension, le corps est contracté. Respiration courte. Épaules serrées. Mental agité. Quand une décision est prise, depuis la clarté, le corps est stable. Respiration ample. Présence. Sensation d'alignement. Mais tant que l'argent est associé à la survie émotionnelle, cet état de clarté est difficile à atteindre, parce que le système nerveux ne cherche pas la justesse. Il cherche la sécurité immédiate. Et la sécurité immédiate pousse rarement aux bonnes décisions, sur le long terme. C'est pour cela que certaines personnes semblent attirer l'argent plus facilement. Non pas parce qu'elles forcent moins, mais parce qu'elles en ont moins besoin pour se sentir valables, en sécurité ou légitimes. Elles peuvent attendre, choisir, dire non. Elles ne négocient pas, depuis la peur. Elles ne créent pas, depuis l'urgence. À l'inverse, plus l'argent devient une question de survie intérieure, plus chaque décision devient lourde. Chaque choix est chargé. Chaque erreur est vécue comme une menace. Chaque opportunité devient un enjeu. Et dans cet état, le système se rigidifie. La question n'est donc pas comment vouloir plus d'argent. La vraie question est, que représenterait vraiment l'argent pour toi? S'il arrivait, repos, reconnaissance, sécurité, libération ou réparation de quelque chose de plus ancien. Tant que cette attente émotionnelle reste inconsciente, l'argent reste sous tension. Et tant qu'il est sous tension, il ne circule pas librement. As-tu déjà remarqué que, quand l'argent devient urgent, tu réfléchis trop, tu hésites trop, tu forces trop? Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un système nerveux qui essaie de se protéger. Et tant que cette protection passe avant la clarté, le blocage se répète. Le cercle invisible de l'échec financier. Le problème n'est pas l'échec financier en lui-même. Le problème est le cercle invisible qui le maintient. Un cercle discret, automatique, presque impossible à voir de l'intérieur. Il commence toujours de la même manière, par un manque d'argent bien sûr, mais surtout un manque de sécurité, un manque de marge, un manque de respiration intérieure. Ce manque crée une pression, pas toujours une pression consciente, parfois juste une sensation diffuse, une urgence de fond, une inquiétude permanente. Cette pression modifie l'état intérieur. On ne décide plus depuis la clarté. On décide depuis la tension. Sous pression, les décisions changent. On accepte ce qu'on aurait refusé. On choisit trop vite. Ou on ne choisit plus du tout. On confond opportunité et soulagement. On confond mouvement et fuite. Les décisions deviennent défensives. Ces décisions produisent alors des résultats fragiles. Un projet mal aligné. Un partenariat déséquilibré. Un travail qui épuise plus qu'il ne nourrit. Un gain rapide suivi d'une perte. La perte arrive, parfois financière, parfois énergétique, parfois sous forme de découragement. Et cette perte renforce le manque initial. Moins d'argent, moins de confiance, moins de marge intérieure. Le cercle se referme. Manque, pression, pression, décision dégradée. Décision dégradée, perte, perte, manque renforcé. Et le cycle recommence. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que ce cercle n'est pas un manque d'intelligence. Des personnes très brillantes y restent enfermées pendant des années. Ce n'est pas un manque de volonté non plus. C'est une réaction automatique. Quand le système nerveux perçoit un manque prolongé, il se met en mode survie. En mode protection, en mode contrôle, dans cet état, le cerveau ne cherche pas la cohérence à long terme. Il cherche l'apaisement immédiat. C'est pour cela que le même type d'erreur se répète. Pas parce que tu n'as pas compris, mais parce que tu comprends. Depuis le même état intérieur. Et tant que l'état ne change pas,
la compréhension reste théorique. Beaucoup de gens lisent, apprennent, s'informent, mais appliquent depuis la pression. Ils savent quoi faire, mais ne peuvent pas le faire autrement, que sous tension. Le cercle est invisible, parce qu'il se confond avec la normalité. On pense, c'est comme ça. Tout le monde est stressé. L'argent est dur pour tout le monde. Alors on normalise le si. Mais ce qui n'est pas rendu conscient continue d'agir en silence. Ce que tu ne comprends pas, tu le répètes. Pas parce que tu veux échouer, mais parce que le système cherche la même forme de sécurité encore et encore. Et tant que ce cercle reste inconscient, chaque nouvelle tentative part du même point, avec la même pression, la même peur, la même urgence. La clé n'est donc pas de forcer plus fort. La clé est de voir le cercle pendant qu'il est en train de se produire. De reconnaître « Je suis en train de décider depuis le manque », sans jugement, sans culpabilité, juste avec lucidité. Parce qu'à partir du moment où le cercle devient visible, il cesse déjà d'être automatique. Et c'est là que quelque chose peut commencer à changer. La vraie rupture, changer de posture, pas de stratégie. La vraie rupture ne se fait pas au niveau des stratégies. Elle se fait au niveau de la posture intérieure. Beaucoup de gens pensent qu'il manque d'une meilleure méthode, d'un meilleur système, d'une stratégie plus intelligente. Alors ils ajoutent plus de hust, plus d'heures, plus de pression, plus de comparaison. Mais ce mouvement aggrave souvent le problème. Parce que plus tu ajoutes de tension, plus chaque décision devient lourde. Plus chaque choix devient chargé émotionnellement. Ce qui ne fonctionne pas, ce n'est pas ton effort. C'est l'état depuis lequel tu fournis cet effort. Le stress prolongé ne crée pas de clarté. Il crée de la rigidité. Comparer ton rythme à celui des autres n'augmente pas ta valeur. Ça fragilise ton axe intérieur. Forcer, quand tu es déjà sous pression, ne t'amène pas plus loin. Ça t'éloigne de toi. La vraie rupture commence ailleurs. Elle commence quand tu dissocies enfin ta valeur personnelle de ton revenu actuel. Ton revenu est une donnée, pas une définition. Ce n'est pas un verdict sur ton intelligence, ni sur ton potentiel, ni sur ta légitimité. Tant que l'argent reste une preuve de valeur, chaque fluctuation devient une attaque personnelle. Changer de posture, c'est accepter cela profondément. La deuxième rupture, c'est ralentir la prise de décision. Pas par paresse, par précision. Quand l'argent est urgent, on décide vite pour se soulager. Quand l'urgence baisse, on décide mieux pour construire. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. C'est sortir du mode survie. C'est laisser au système nerveux le temps de se réguler. La troisième rupture, c'est arrêter de chercher une idée géniale et construire une compétence monétisable. Pas brillante, pas spectaculaire, mais utile, transférable, améliorable. Les revenus stables ne viennent pas d'un coup d'éclat. Ils viennent d'une compétence qui s'approfondit avec le temps. Ce qui est ennuyeux pour l'ego et souvent rassurant pour la réalité. La quatrième rupture, c'est accepter une progression non spectaculaire. Pas de saut magique. Pas de transformation soudaine. Juste une courbe plus calme, plus cohérente, plus durable. Cette acceptation change tout. Parce que quand tu n'attends plus un miracle, tu peux enfin voir ce qui est possible. La plupart des blocages financiers ne sont pas liés à ce que tu fais. Ils sont liés à la manière dont tu te tiens intérieurement pendant que tu fais. Changer de posture, c'est passer de « je dois absolument réussir » à « je construis quelque chose de viable ». Ce n'est pas une promesse de richesse. Ce n'est pas une garantie. C'est une sortie progressive du cycle de la pression. Et c'est souvent la seule vraie issue.
Si l'argent n'était plus une urgence, comment agirais-tu différemment? Quel choix ferais-tu? Sans la peur de manquer, qu'est-ce que tu construirais? Si tu n'avais plus besoin de prouver ta valeur à travers chaque euro, la réponse à ces questions ne te donnera pas une stratégie, mais elle peut t'indiquer la direction juste. Et parfois, changer de direction intérieure est déjà le début du changement extérieur. Retour au calme et à la lucidité, faire de l'argent n'est pas difficile. Parce que tu es incapable. Ce n'est pas difficile. Parce que tu manques d'intelligence, de discipline ou de potentiel. C'est difficile quand l'argent porte trop de poids psychologique. Quand il devient une preuve de valeur. Quand il devient une source de sécurité émotionnelle. Quand il devient une urgence permanente, à ce moment-là, chaque décision est chargée. Chaque choix est tendu. Chaque résultat est vécu comme un verdict. Mais quand la pression baisse, quelque chose change. La clarté revient. Les décisions s'améliorent. Le système devient plus lisible. Tu ne vois plus l'argent comme un sauveur ou comme un juge. Tu le vois comme un outil. Et un outil se manipule mieux quand on ne tremble pas. Quand la relation se calme, les choix deviennent plus simples. Les opportunités deviennent plus visibles. Les erreurs deviennent moins coûteuses. Il ne s'agit pas de forcer moins par paresse. Il s'agit de forcer moins par lucidité. La plupart des gens ne manquent pas d'efforts. Ils manquent de calme intérieur. Et sans ce calme, même les bonnes stratégies se retournent contre eux. L'argent n'arrive pas quand tu forces. Il n'arrive pas quand tu te bats. Il n'arrive pas quand tu essaies de te prouver quelque chose. Il arrive quand ta relation avec lui cesse d'être une lutte. Quand tu n'as plus besoin qu'il te rassure, qu'il te valide ou qu'il te sauve. À ce moment-là, il retrouve sa juste place. Ni trop grande, ni trop petite. Juste fonctionnelle. Si ce contenu t'a aidé à comprendre quelque chose de plus profond, tu peux t'abonner. Cela aide la chaîne à continuer ce travail calme, lucide et honnête. Merci d'avoir écouté.